Je vais partager mon temps avec Christian Rémézy, qui est mon oncle, qui a été directeur de recherche à l'INRA, et avec qui nous avons eu tellement de discussions qu'il y a eu quand même, d'un côté comme de l'autre, des influences, pas toujours, voilà, mais on s'est, je pense, mutuellement influencés. Et ça me faisait plaisir pour cette, entre guillemets, journée de départ, puisqu'à la base, c'était le départ à la retraite, mon départ à la retraite, qui devait être fait sur une journée, où Valentine m'avait demandé qu'est-ce que j'aurais aimé. Je lui ai dit, écoute, si on peut faire un dream dating agricole, mais je n'avais pas pensé à une aussi docte assemblée. Et puis, chemin faisant, on en arrive à ce séminaire qui est pour moi vraiment un véritable cadeau de départ. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai très peu de temps, je vais vous lire un texte. Je suis désolé, c'est moins agréable, mais ça évitera que je m'éparpille, parce que j'en ai l'habitude. Bonjour à toutes et à tous. Merci Valentine pour l'organisation de cette journée. C'est pour moi un vrai cadeau de départ à la retraite de pouvoir imaginer, partager, débattre de nos visions et de nos idéaux pour rêver des agricultures à impact limité sur le climat, les écosystèmes et la santé. En effet, le modèle actuel montre dramatiquement ses limites et l'actualité ne cesse de nous le rappeler. Production de gaz à effet de serre, érosion des sols, perte de matières organiques et de la biodiversité, dégradation des paysages, eutrophisation et pollution des eaux, aliments pauvres en nutriments essentiels, calorivides, contenant des pesticides, perte de diversité avec la brevetabilité du vivant et les logiques de l'agro-industrie, sans compter la détresse d'une partie des agriculteurs. À titre personnel, j'ai tenté des utopies, que ce soit sur ma petite ferme du Tarn ou par la suite dans mes différents postes de directeur de lycée agricole public. J'ai converti des surfaces en agriculture biologique afin que les élèves puissent découvrir aussi ce mode de culture et puissent en débattre. Donc sur les lycées, il y avait, où je suis passé maintenant, il y a les deux modèles et les élèves ont la possibilité donc d'avoir les deux modèles en visibilité. La dernière en date, donc, je l'ai rêvé, cette utopie, je l'ai rêvé sur la ferme de Chalmont, ferme de plus de 700 hectares, des châteaux de Courance et de Fleury-en-Bière. J'avais conscience des difficultés qui nous attendaient pour convertir cette ferme au bio. Après plus de 60 ans en agriculture conventionnelle, le constat était limpide. Taux de matière organique souvent inférieur à 1, on est dans des sables de Fontainebleau, compaction des sols, plantes devenues résistantes au Roundup, raies gras et matricaires, nappes d'eau polluées par un excès de nitrates et de pesticides, c'est là où il y a l'histoire du captage, peu de matériel sur la ferme, peu de financement pour démarrer, nous partions de loin. À 59 ans, c'était un vrai challenge et une extraordinaire opportunité. Merci Valentine et toute ta famille. Au départ, le projet était de réaliser les cultures en agriculture biologique de conservation ABC. Et ce projet n'est pas oublié puisque j'ai mes deux jeunes collègues qui vont se réatteler à cet objectif. Néanmoins, c'est-à-dire sans labour et avec l'appui de plans de campagne ou d'interculture. Mais après 2 ans, nous avons dû, avec pragmatisme, revoir nos ambitions, tant les difficultés liées au climat, au fonctionnement du sol étaient nombreuses. Et il fallait pas le faire trop vite, ce projet. Les sables de Fontainebleau, hydromorphes en hiver et devenant du béton par manque d'eau combiné à de longs épisodes pluvieux ou de sécheresse, ont eu raison de nos ambitions trop précoces. Aussi, nous avons dû reprendre le labour, mais nous avons fait le choix d'une charrue dite agronomique, avec des labours de faible profondeur, un bon débit de chantier et une faible consommation de carburant à l'hectare. Le projet de la ferme de Chalmont a ainsi évolué. Après 2 ans, il ne se référait plus à une chapelle, mais partait dorénavant des contraintes pédoclimatiques et du respect des cahiers des charges de l'agriculture biologique, auxquels nous avons ajouté des exigences, nous nous sommes imposés des exigences choisies
pour limiter l'impact sur le climat, l'environnement, le territoire, les paysages, le social, la santé. Juste quelques exemples. Moins de 50 litres de gasoil non routier, moins de 1 000 € de charges structurées opérationnelles, moins de 200 jours de travail par UTH. Et ça, je pense que c'est très important de réfléchir au temps de travail en agriculture. Assurer et assumer l'alimentation de 400 ovins durant 7 mois gratuitement. Ne plus utiliser des engrais organiques souvent issus de l'agro-industrie conventionnelle. Utiliser des plantes compagnes. Semer si possible des mélanges variétaux de céréales, fabacées, légumineuses. Mettre à disposition 8 hectares pour maintenir 3 emplois en maraîchage. Permettre à des forestiers de stocker leur matériel et leur bois en sécurité. Cette approche holistique, avec définition d'indicateurs de suivi, a d'abord eu comme résultat une production en mode dégradé par rapport à un modèle agronomique dominant qui part d'objectifs de rendement les plus élevés possibles ou, pour les plus performants, d'optimum économique à atteindre sans vraiment se poser les questions sur les externalités négatives générées. Sur la ferme de Chalmont, cette démarche a eu un impact très positif sur l'ensemble des objectifs recherchés, attestés par des analyses et des observations du PNR, du Parc naturel régional, d'Agrophile, de l'Agence de l'eau via les analyses que l'on a pu avoir sur le captage de courance, où la potabilité est revenue en surface, du moins pour les nitrates, pas forcément pour les pesticides qui ont un laps de temps beaucoup plus long au niveau de la migration dans le sol, et l'expert comptable pour le volet économique, avant la crise agricole, qui a touché plus particulièrement le bio, bien entendu. C'est-à-dire que, malheureusement, moi, j'ai eu la chance de ne pas trop subir la catastrophe, mais mes jeunes collègues, eux, sont en plein dans le dur. Ce projet évolutif, nous l'avons présenté à Arles lors des rencontres des grandes fermes en agriculture biologique à l'Université des Possibles, située sur la ferme du propriétaire des éditions d'Actes Sud, Jean-Paul Capitani. Suite à cette présentation, Jean-Paul m'a demandé de partager mon odyssée de paysan en écrivant un livre. Si ça intéresse quelques-uns, j'en ai quelques-uns à partager. Dans ce livre, j'évoque aussi la question de la santé avec un grand S et les discussions que j'ai pu avoir durant de nombreuses années avec Christian Rémézy, mon oncle. Déjà en 2001, la prospective réalisée par la DATAR, Agriculture 2050, délégation à l'aménagement des territoires, présentait 5 scénarios, dont celui qui devient dominant aujourd'hui, l'agriculture de firme ou agro-business. Christian et moi, dans la foulée, en imaginions un 6e, de la fourchette à la fourche. Dans ce scénario, la logique est inversée. Nous partons de ce qui nous constitue, de nos besoins physiologiques et culturels, pour aller vers des modèles réglementaires, financiers, agronomiques, de filières, de recherche, de formation, au service de la santé des humains, du climat, de la biodiversité et de la diversité, pierre angulaire de la résilience. Pour rendre possible un tel scénario, il y a nécessité de repenser la notion de croissance, en tout cas son calcul, et aussi une représentation sur le beau. Je vais laisser Christian Rémézy vous expliquer son point de vue et nous parler de son dernier livre, Sauvons l'alimentation.